Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité politico-économique. On va finalement un petit peu continuer aussi la discussion qu'on avait hier autour de le pacte de la vie au travail, autour des classes moyennes, autour des gestes que le gouvernement cherche visiblement désespérément. Bon, là, on a eu en plus la nouveauté de, à partir du moment où on ne sait pas trop quoi faire sur la classe moyenne, tiens, si on tapait sur les riches. Et donc, il y a l'offensive fiscale sur les gros patrimoines. Bon, voilà, on va un peu refaire le fil de l'actualité politico-économique. Et puis, d'autres éléments quand même. La tech, lycée professionnel. Et Guy Mamoumani, l'ancien prof de maths, très, très attaché à l'enseignement professionnel, sera avec nous. Et je pense qu'on a pas mal de trucs à se dire là autour de la réforme annoncée par Emmanuel Macron. Et puis, tiens, mais on gardera ça pour la fin. Il y a eu quand même là, sur ces 2 dernières semaines, alors, pas un gros phénomène, un petit phénomène sur LinkedIn, autour du point de vue en plus d'un publicitaire que j'aime beaucoup, avec qui on parle régulièrement, autour de la raison d'être. Visiblement, cette histoire est en train de vous exaspérer. Voilà, je le résume comme ça, mais on finira l'émission comme ça. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Cyril Lachèvre. Salut Cyril. Bonjour Stéphane. Fondateur de Silence. Françoise Gris. Bonjour Françoise, administratrice, ancienne patronne d'énormément de choses. Voilà. Et puis Guy Mamoumani qui nous rejoindra dans quelques instants. Mais on peut démarrer ensemble. Peut-être avec toi d'ailleurs Cyril, ton passé de journaliste politique. Et tiens, ah non, parce que j'y pensais pas, mais j'y repense maintenant, parce que tu as longtemps travaillé sur Bercy. L'histoire des agences de notation, là, tout le monde a balayé d'un revers de main l'histoire de Fitch. Globalement, ton ancienne consoeur Berthilde Bayard, c'est ça, voilà, dont j'adore les éditos, voilà, ça me permet de le dire, avait titré Tout le monde se fiche de Fitch. J'avais trouvé ça assez rigolo. Et elle citait d'ailleurs Jacques Delors. Où est-ce que j'ai vu ça? Jacques Delors en 1982. J'en ai assez, je ne peux plus supporter cela, on ne peut plus emprunter, il n'y a plus d'argent. Delors 82. Est-ce que quand même là, avec la remontée des taux d'intérêt et toutes ces agences de notation qu'on balayait d'un revers de main depuis 2008 parce qu'elles s'étaient plantées, elles vont pas retrouver un tout petit peu d'intérêt? On attend S&P début juin, je crois, sur la note de la dette française. Alors, évidemment, il y a toujours plusieurs manières de voir les choses. Si on s'attache à l'évolution au jour le jour de l'OAT, c'est vrai qu'à la limite, même d'ailleurs, le rendement a baissé. C'est un peu détendu. Il n'y a pas eu d'effet. Là, il est remonté, on est revenu au même niveau qu'au moment de Fitch fin avril. Donc, effectivement, à première vue, non-événement. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Le problème, c'est que d'abord, il ne faut pas que se focaliser sur la dette française. Ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, la dette française, c'est le benchmark. Mais quand une agence de notation dégrade la dette, elle va derrière dégrader tous les autres qui sont des émetteurs publics, semi-publics, qui ont un tout petit peu moins de garantie de l'État. Et donc, petit à petit, c'est cette chaîne-là qu'il faut aussi regarder. Donc, par exemple, sur le refinancement d'EDF, oui, EDF, qui est SNCF, un point critique, SNCF et GR Carco, enfin tout ça. Pareil, alors je n'ai pas regardé dans le détail les courbes, mais c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas uniquement l'OAT française, c'est que derrière, il y a des emprunteurs. Un jour, il y en a un qui va finir par avoir un vrai problème, et puis petit à petit, ça se rapprochera vers l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième, alors sur le fond, Fitch, c'est quand même très intéressant parce que, évidemment, finalement, ils disent qu'il n'y a plus la capacité de faire la moindre réforme. Et effectivement, c'est ce qu'on dit depuis le départ sur la réforme des retraites, ce qui était nécessaire, il faut faire des économies, mais ce n'était qu'une petite goutte d'eau par rapport à toute la réforme qu'il faut faire en termes de dépenses publiques. Et donc, on sent bien que là, de toute façon, pendant les 4 prochaines années, on en reparlera tout à l'heure probablement, c'est assez coincé. Ouais. Donc, c'est un peu, en gros, le constat que fait Fitch. Donc, ça n'a pas été une critique de la réforme, mais de la méthode ou du moins du non-dialogue. Et puis, la troisième chose, moi, qui m'inquiète le plus, mais ça, c'est le niveau des taux d'intérêt. Enfin, je veux dire, on se prend un mur de coûts de refinancement de la dette progressivement qui va ne faire que progresser. Un point de hausse de taux, dans l'absolu, c'est 39 milliards dans 10 ans de coûts de la dette supplémentaire, de gestion de la dette. Donc, en gros, on va se prendre 100 milliards de plus dans les 10 prochaines années. Et 100 milliards, c'est 1,5 fois le budget de l'éducation nationale. Enfin, c'est 3 fois le budget de la défense. Enfin, c'est des trucs de dingue. Et donc, effectivement, ces petites gouttes d'eau feront qu'un jour, les agences vont vraiment s'énerver et on basculera dans une zone dont là, pour le coup, on va... ça fait un moment qu'on dit qu'on basculera et puis on bascule pas. Mais oui, non, mais... Après, il y a plein de raisons pour lesquelles la dette française reste appréciée. Elle a beaucoup de liquidités. C'est la dette allemande. La dette française, c'est la dette allemande. Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a les banques centrales qui sont là. 40% de notre dette est détenue aujourd'hui par les fonds de banque centrale ou les fonds souverains, ce qui est
quasi équivalent à l'étranger. Donc on a quand même des gros matelas. Mais encore une fois, il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'OAT, il faut regarder derrière. Françoise ? Oui, alors oui, évidemment, on est en train simplement de réaliser que la dette, c'est pas gratuit pour toujours. Ouais, Voilà. ouais. La deuxième chose, c'est quand même qu'en contrepartie, les volumes sont tels que les gens qui détiennent cette dette doivent bien placer leur argent quelque part ailleurs. Il n'y a pas beaucoup non plus, compte tenu des montants en question, d'alternatives. Donc ça soutient aussi des perspectives un peu plus modérées sur ces sujets-là. C'était une phrase que mon ancien patron Patrick Drahi aimait beaucoup rappeler. Quand vous devez 10 000 euros à votre banquier, vous en perdez le sommeil. Quand vous lui devez 10 millions, c'est lui qui perd le sommeil. Lui, c'est 10 milliards. Oh, lui, c'est un acrobate de la dette. Mais en même temps, attention, il ne faut jamais confondre dette privée et dette publique. Pour le coup, vraiment rien à voir. Guy, un sujet là-dessus, effectivement, on démarrait sur... merci de nous rejoindre. Et on démarrait sur, démarrait sur la dette publique et sur ce constat... Non, mais Cyril nous a répondu. L'idée, c'est les agences de notation. Il y avait cette idée, donc c'est fini, les agences de notation. On n'en parle plus, etc. Et tout. Peut-être le sentiment qu'on va recommencer à en reparler, voilà, avec... Moi, je pense aussi que c'est quand même pas anodin. Hein. Avec la hausse des taux d'intérêt. À un moment, il va falloir régler ses comptes. Alors, reprise du dialogue social. La CFDT nous dit qu'elle veut faire payer cher son retour à la table des négociations. Alors, 3 exigences, et il y en a une qui se confirme et qui m'a quand même au départ surpris, mais justement, c'est le retour des CHSCT. Hein, donc ces fameux comités supprimés par les ordonnances travail de 2017 avec les délégués du personnel et les comités d'entreprise. Et enfin, ça s'est confirmé, hein, ça va être la première exigence de la CFDT. Ah oui, je suis tombé de ma chaise. Mais comment ça, Françoise ? C'est leur fonds de commerce. C'est ça. Ça touche leur activité, ça touche... Alors si on veut être très généreux, c'est leur capacité à être en lien avec le terrain, la réalité du monde du travail. C'est etc. ce qu'ils disent. Voilà, et c'est vrai. En contrepartie, c'est aussi des heures de délégation, c'est une capacité de bloquer à tous les étages, enfin, qu'on a connu hein, quand on avait toutes ces instances. Ça pouvait être absolument kafkaïen d'arriver à organiser un dialogue social avec des rentes locales, des missions qui étaient soi-disant différentes, mais réellement redondantes, etc. Donc, moi, ça ne me surprend pas, par contre, qu'ils remettent le sujet sur le tapis. Après, la question, c'est comment. Je pense que comment ils vont poser le sujet, si c'est simplement de revenir au monde que je décrivais. Alors là, au secours. La seule évaluation que j'ai vue, c'était à la SNCF. Et notamment, on l'a vu au moment de la grève des contrôleurs, la grève surprise, vous vous souvenez, hein, à Noël, qui a surpris tout le monde. Et en fait, la SNCF disait que cette réforme avait amené une division par 3 en moyenne des heures de délégation. Et les salariés protégés. Et des salariés protégés. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a constaté hein, quand ils avaient fait cette réforme. On avait vu vraiment une diminution flagrante. Hein, et ça avait permis de gagner en productivité, ça avait permis de gagner en fluidité. Alors bon, comme dit Françoise à juste titre, il y a quand même un rôle hein, des CHSCT. Hein, mais bon, c'est toujours le problème, c'est que pour un rôle... qui est important malgré tout, hein, on a des contraintes qui sont totalement disproportionnées. Et grâce à cette réforme, on avait vu la différence. Moi, chez Open, mais je crois que ça a été divisé par 3, par 5. Ben, c'est ça, voilà. C'était impressionnant, hein, c'est impressionnant. Parce qu'il n'y avait pas que les CHSCT, il y avait eu d'autres choses aussi. Oui, CHSCT, comité d'entreprise, délégué du personnel. Voilà, tu avais 3 instances qui sont donc fusionnées en un seul, le CSE, le comité social et économique. Voilà. Ça va par dizaines de personnes. Hein. Et donc, parce que la France est ainsi faite, donc on a un Conseil national de la refondation, on l'oublie, hein, mais en fait il tourne en espèce de séance plénière, ce Conseil national de la refondation. Non mais c'est vrai. Et donc il a remis des préconisations sur le travail, et donc il demande l'installation de représentants de proximité. J'ai adoré ça. Sachant qu'il y a plein d'autres... Ce qui est un peu pathétique dans tout ça, c'est le côté un peu boutique. 2, on n'imagine pas autre chose que de revenir au passé. Ouais.
Alors qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut être en proximité, et encore plus dans ces moments de rupture, de fracture, d'inquiétude. Enfin, il y a plein de raisons d'être au contact de ces salariés. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. En fait, tu as des managers normalement pour Alors, faire ça. il y a des managers, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres, qu'il y ait une espèce de contre-pouvoir en manager. D'accord. Parce qu'il faut ça, mais on peut avoir des études terrain, on peut faire des... Là, pour le coup, le référendum peut être utile. Enfin, il y a plein d'autres façons d'organiser le dialogue, en tous les cas, qui ne sont pas forcément exclusives, mais qu'il faut pouvoir mettre en œuvre parce qu'elles vont toucher un nombre de salariés plus important. Il faut quand même se souvenir de la réalité de la représentation des syndicats aujourd'hui dans les entreprises. Oui, mais ça, c'est la poule et l'œuf, Françoise. Oui, absolument. On est d'accord, hein. Mais je pense que... Moins tu leur donneras de place et moins, en fait, ils en auront, les syndicats. Oui, et du coup, moi, à la limite que le thème ne me gêne pas, ce qui me gêne, c'est la façon de le poser. Et de ne pas se dire qu'est-ce qu'il faudrait pour mettre en place un dialogue social, réel, en proximité, parce qu'on en a besoin, mais avec des moyens modernes, de façon inclusive, et en ne créant pas des propriétaires de la parole du salarié à l'intérieur de l'entreprise. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça le problème. Il faut rajouter aussi à tout ce que vient de dire. Vas-y, Guy. Toutes les questions de nouvelle organisation du travail. Le télétravail a quand même chamboulé un certain nombre de choses. Ouais. Les réseaux sociaux dans l'entreprise peuvent être utilisés. C'est un moyen d'expression qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Donc le numérique est en train justement de casser tous ces codes. Il y a énormément de boîtes qui, il y a une époque, j'en recevais quasiment une par jour, qui offrent aujourd'hui des solutions de dialogue digital parfaitement anonymisées, efficaces, rapides, etc. Absolument, et c'est pour ça que si j'ai un petit conseil à donner aux syndicats, c'est de aussi penser à leur transformation numérique, comme toutes les organisations. Ça ne peut pas On a mis 11 minutes à y arriver à la transformation numérique. Voilà, exactement. On ne peut pas imaginer un syndicat aujourd'hui qui soit basé sur la révolution industrielle. Donc il faut se réinventer. D'ailleurs, tu as cité tout à l'heure la grève des contrôleurs. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça s'était fait justement par un groupe Facebook totalement parallèle à l'action des syndicats. Et je pense que ça devrait leur poser question. Ouais. Oui, je t'en prie, Cyril, vas-y. Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, avec ce nouveau sujet, quand on regarde la séquence très froidement des retraites des 3 derniers mois, qu'ont dit les salariés français, et ça, les sondeurs l'ont vraiment bien montré. Alors, ça ne faisait pas la une des journaux où on se focalisait sur ils sont contre les 64 ans, etc. Mais les Français ont exprimé le fait, les salariés, trouvaient leur travail pénible. Oui, non, mais c'est le cas. Donc, non, mais attends, je te dis pas qu'ils ont raison. Hein. Non, mais là-dessus, ils ont l'impression de faire un travail pénible. Et je te parle pas de la pénibilité physique. Ils s'ennuient. Il y avait des sondages contradictoires là-dessus, Cyril. Moi, parce que Bertrand Martineau vient nous voir très régulièrement, j'ai l'enquête profonde, pour le coup, de l'Institut Montaigne, qui a été faite à la fin de l'année dernière, disait quand même que à peu près 3/4 des salariés étaient satisfaits de leur vie au travail. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu, parce que tu sais mieux que moi, bien sûr, mais... comment est-ce qu'on peut orienter un sondage à travers les questions qu'on y met. Et je suis très méfiant. Oui, mais bon, allez, admettons quand même que quelque part, alors là, moi, je te parle plutôt des sondages Ipsos, IFOP, etc., mais ils ont mis le doigt sur le fait que les Français, je ne vais pas m'ennuyer encore 2 ans au travail. Encore une fois, à tort ou à raison. Donc effectivement, et c'est un peu ce qu'on a... À un moment donné, on l'a vu, il y a eu une tentative pendant une semaine du gouvernement de détourner l'action sur on va améliorer les conditions de vie au travail. Alors il y a eu cette idée qui n'a pas duré très longtemps, de la semaine de 4 jours, etc. Mais donc, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, d'un point de vue politique et social, renouer le dialogue par l'amélioration du dialogue interne, de la meilleure prise en considération des salariés. Alors évidemment, si ça revient sur annuler toutes les réformes de 2017... Les ordonnances travail de 2017, évidemment, quand même Macron. Enfin, si, mais je ne dis pas le contraire. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on sent quand même... Venir sur les barèmes des prud'hommes aussi. Enfin. Tout petit fil à tirer pour essayer de renouer le dialogue qui reste quand même important. Enfin, il faut maintenant passer l'éponge, quoi. Ouais, je veux rebondir sur ce que je t'en prie. dire, parce que comment aujourd'hui on peut oublier l'intelligence artificielle dans la discussion. Oui, mais on va y venir. Oui, je vais arriver. Je vais le mettre à l'heure. Je ne l'oublie pas. Même là-dessus, je veux dire que ça soit la retraite, que ça soit les conditions de travail, que ça soit les formes d'emploi, le contrat de travail.
C'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, je pense que c'est une formidable opportunité pour renouer un dialogue, c'est de mettre les organisations syndicales dans la discussion sur l'impact de l'intelligence artificielle. On en parle dans la deuxième partie de notre entretien, parce qu'en plus, je vous raconterai, j'ai eu hier soir une discussion passionnante justement avec des CDO de grands groupes, et le sujet à un moment, il nous faut une stratégie, tout le monde s'en sert dans la boîte, quoi. On est en train de prendre des risques juridiques invraisemblables. Voilà. Donc, on en parle. Non, mais écoutez, tout ça est très... J'ai hésité. Quand j'ai écrit CHCT, je ne vais pas leur faire parler de ça. En fait, c'est passionnant. En fait, on est au cœur du truc. Oui, parce que la question, c'est est-ce que par ailleurs, parce que c'est aussi, alors c'est visiblement une vision syndicale, parce qu'ils veulent se réapproprier ça, mais est-ce que c'est une loi qui doit décider de comment on gère le dialogue, l'angoisse des salariés? Ah oui, mais CHCT, ce qu'une ordonnance a fait, une ordonnance peut le défaire. Donc ça, oui, ce que je veux dire, c'est que on va chercher dans leur cadre réglementaire des pratiques qui doivent être d'abord des pratiques de management au passage. Oui. Le télétravail, etc., l'explosion de l'entreprise, c'est d'abord la crise du management et la réinvention du management. Et sinon, donc réforme des grilles salariales, ça, voilà. Et réforme des aides aux entreprises. Là, tu soulèves un couvercle. Allègement de charges, j'imagine qu'il y a derrière. Réforme des aides aux entreprises qui serait liée au... Non, c'est lier les aides aux entreprises au verdissement ou pas de leur activité. Voilà, au maintien ou pas de l'emploi, Moi, je lis encore des tweets de gens qui disent il faut supprimer le CICE. Il y a encore des gens qui en sont là. Donc j'imagine que les syndicats, c'est plutôt un angle d'alourdissement des charges plutôt que d'allègement. Malheureusement. Oui, dans les deux cas, quand je dis allègement, c'est aussi pour... il y a des débats sur... c'est une espèce de grand classique de où est-ce qu'on arrête les allègements, etc. Le nombre de lois qu'on a eues sur ces sujets-là est absolument... C'est vrai qu'il y a des sujets... Ça fait des années qu'on en parle, par exemple sur le crédit impôt recherche. Il faut peut-être regarder à nouveau la façon dont il est affecté. Ah tiens, c'est intéressant, Guy, tu évolues là-dessus. Non. Parce que moi, j'ai complètement vrillé. Hein. J'ai complètement évolué là-dessus. Oui, on n'en a encore jamais parlé ensemble, mais je sais bien, il faut un plafond. Il y a 10 ans, on en parlait déjà. Donc, je pense que il faut réfléchir à l'affectation de ce crédit impôt recherche. Voilà. Et là, il est un peu trop... Quand on voit qu'il y a des centaines de millions, c'est des milliards dont on parle. On parle de 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Alors, malheureusement, je l'ai déjà cité, j'ai plus le chiffre exact, mais en gros, tu as 25 grands groupes qui captent à peu près 2,5 milliards de ces 7 milliards d'euros. C'est beaucoup. Et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas plafonné. Et j'ai découvert ça. C'est une aberration. Et d'accord. Voilà. Et je crois que tu vas être d'accord aussi sur le fait que c'est pas dans les grands groupes que l'argent injecté pour l'innovation est le plus efficace. Absolument. Voilà. Absolument. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, et il peut être efficace pour que les équipes de recherche en question soient en France. Oui, mais plafonne-le. Elles seront en France. Plafonne-le. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un outil d'attractivité aussi. En Allemagne, il est plafonné à 4 ou 5 millions d'euros, je crois. Oui, plafonne-le même à 20 millions, si tu veux, tu vois. Alors qu'il y en a certains qui ont 200 millions. Mais bien sûr. Écoute, parce qu'en plus, on parle 25 grands groupes qui se partagent 2,5 milliards. On parle beaucoup d'informatique. Loin de là. Tu vois, de la pharmacie, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que j'avais encore autour de... Oui, non, mais sinon, donc on a cette... Alors, je me suis pris les pieds dans mes pages, mais c'est pas grave. J'avais une phrase de Jean-Dominique Sénard qui visiblement me paraissait plein de sagesse, mais je ne l'ai plus. C'est pas très grave. La question des classes moyennes, le plan Marshall, classe moyenne, Cyril, alors on en a parlé pendant 1 heure hier, donc je vous redonne la définition d'ailleurs économique OCDE, entre 0,75 fois le salaire médian et 2 fois le salaire médian, ce qui nous fait en France quelque chose entre 1 200 € et 3 600. Tiens, j'ai demandé à ChatGPT tout à l'heure, entre 13 et 14 millions de salariés, dit l'INSEE. Voilà, ça fait beaucoup de monde, quoi.
Ça fait quoi? Ça fait beaucoup de monde. C'est la moitié des salariés français. Entre le 3e et le 8e décile de revenus, c'est ça à peu près, la classe moyenne? Alors tu m'en demandes trop. J'ai pas de chat GPT sur moi. Ce qu'on a vu depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, les 2 premiers déciles, donc les déciles les plus bas en termes de revenus, ont finalement bénéficié d'un petit regain de pouvoir d'achat. Enfin, il faut toujours être prudent parce que c'est hors inflation, grâce à certaines mesures. Le décile le plus élevé, le 10e, les plus riches aussi en a bénéficié. Mais effectivement, au milieu, ça n'a quasiment pas bougé. Donc, de facto, avec 14 millions de Françaises, tu vas pas relever le barème. Ah non, mais je dis pas que... Mais enfin, je veux dire que là aussi, encore une fois, il y a un sujet politique de vouloir essayer de reconquérir cet électorat-là qui, effectivement, en regardant les chiffres, n'est pas forcément celui qui a le plus bénéficié des mesures depuis 2017. C'est de bonne guerre, mais honnêtement, c'est effectivement... c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. C'est effectivement en faisant des emplois mieux rémunérés, plus productifs, etc. Enfin, c'est... Et qui n'en a visiblement... Enfin, tu dis ils n'ont pas bénéficié des mesures depuis 2017. Suppression de la taxe d'habitation, c'est pour eux, en grande partie. Allègement des charges sociales, c'est-à-dire la suppression de tout ce qui est cotisation chômage sur le salaire, c'est pour eux en grande partie. Gabriel Attal cite l'ensemble des chèques qui nous ont accompagnés cet hiver. C'était aussi en partie pour les classes moyennes. Oui. Mais qui n'en ont aucune perception, en fait. J'ai l'impression qu'ils n'en ont absolument aucune perception. Il y a un problème de perception de tout ça. Ah bah oui, de toute façon, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a distribué le chèque énergie, le chèque énergie, on l'a distribué avant de commencer à avoir mal. Alors, on ne va pas reprocher à l'État d'être hyper prévenant, mais sauf que les Français n'ont pas vu la facture d'électricité augmenter et t'aurais distribué les 100 € après. Politiquement, encore une fois, t'aurais eu un petit gain. Mais là, non, il n'y a même pas eu de gain parce qu'on a distribué tout de suite. Donc, oui, c'est absurde. Mais c'est de l'argent mis... Enfin, oui. Pas jeté en l'air, mais en tout cas, politiquement, oui. On a évité... Enfin, je pense que la logique, c'était d'éviter... Il y avait une peur terrible d'une crise sociale à nouveau. Enfin, le traumatisme gilet jaune dont tout le monde parle, c'est ce qui a provoqué ça. Et on ne l'a pas eu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a comment pas... ça, on ne l'a pas eu? J'ai l'impression qu'on en sort à peine. Au sens sur on l'a pas eu là où on l'attendait, mais on l'a eu. Là où on l'attendait. On l'a pas eu là où on l'attendait. On l'a pas eu autour de l'inflation. Il faut regarder ce qui se passe en UK, dans d'autres pays européens. Oui. Où, là, le coût de l'inflation, les gens l'ont ressenti avec beaucoup de douleur. Ce qui est quand même pas tout à fait... je dis pas qu'il n'y a pas un problème, mais c'est pas le même niveau de difficulté. Bien, on va marquer une pause et puis ensuite, on va reparler justement de l'intelligence artificielle et des lycées professionnels. De très bons sujets. C'est parti, on se retrouve dans un instant. Donc on repart. Alors, essence du macronisme. C'est l'ancien quotidien de Cyril. Tu as été cofondateur d'ailleurs de l'Opinion, Cyril. Enfin, tu étais au tout début de l'aventure. Je pense qu'on va voir parce qu'elle est la une. Alors d'abord, le titre est quand même très engageant. Retour à l'essence du macronisme. Et puis, alors le dessin, je le décris parce qu'il est très très drôle quand même. Drôle et ultra pertinent. Donc, je le décris pour ceux qui nous écoutent en podcast. Donc, on voit Emmanuel Macron devant une salle de classe et il dit « Et maintenant, on va vous apprendre à traverser la rue. » Évidemment, donc avec un panneau de signalisation, mais évidemment, référence à cette fameuse phrase qui doit être de 2017-2018. Avec ce gars, je crois qu'il était pépiniériste, le gars qui trouvait, ou horticulteur, pépiniériste ou horticulteur, le gars qui ne trouvait pas de travail et à qui Emmanuel Macron avait dit, fort justement d'ailleurs, écoutez, venez, on va traverser la rue, on va en trouver tout de suite du travail. Et c'est vrai que s'il avait traversé la rue et qu'il était rentré dans n'importe quel restaurant, il aurait eu un contrat. Bon, donc, lycée professionnel, donc c'est l'opinion qui dit retour à l'essence du macronisme. Oui, parce que ce sujet porte les thèmes d'égalité des chances, de destin individuel, d'élévation par le travail, de plein emploi, tout ce qui faisait la campagne de 2017. Alors, dans les détails, on a donc d'abord un investissement important, ce sera à vous de le juger, mais en tout cas, jamais le lycée professionnel n'avait bénéficié d'1 milliard d'euros par an d'investissement pour, donc, dit Emmanuel Macron, un bon métier avec un bon salaire qui a du sens. Les cartes des formations professionnelles seront définies alors de manière dynamique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas définies pour 10 ans, de manière dynamique, au plus près des territoires.
Moyennant quoi, les syndicats disent que, et c'est un élément de réflexion, hein, on va en parler, c'est peut-être un risque supplémentaire de fracture territoriale. Et puis, le nœud du truc, c'est plus de temps en entreprise. Si on est dans la dernière année de lycée et qu'il n'y a pas l'idée d'un BTS derrière hein, pour l'élève, il va faire 12 semaines en entreprise avec une rémunération payée par l'État de 100 € par semaine en terminale. Et là aussi, autre grande question, d'ailleurs je vais te la poser, monsieur l'ancien prof de maths. Et ça, c'est une question très intéressante quand même. Est-ce que dans un lycée professionnel, il faut plus de temps de lycée ou plus de temps de professionnel? Est-ce qu'il faut plus de temps en entreprise ou plus de temps à l'école? Alors, on a parlé de l'essence du macronisme. Moi, je dirais que c'est l'essence du bon sens. À partir de quand on va décider de former des gens pour être employables? Alors, je suis bien d'accord. Je reviens toujours sur mon épouse, inspectrice d'éducation nationale, qui, elle, défend la formation générale, la formation du citoyen, la formation apprendre à apprendre, etc. OK, tout ça à l'école primaire. OK, tout ça au collège. Mais quand on arrive au lycée professionnel, ce nom veut bien dire quelque chose. C'est qu'on est dans un cursus de professionnalisation. 20% des élèves de ces lycées sont illettrés. Non, mais ça, c'est... 20%. Ah non, mais il y a une autre question. Non, c'est le avant constat ça. dans lequel tu arrives. Non, c'est avant qu'il faut les rendre lettrés. C'est pas au lycée professionnel. Ah oui, c'est ça. Quand ils sont au lycée professionnel, et en effet, j'ai été enseignant dans un LEP à l'époque, ça s'appelait lycée d'enseignement professionnel, notre problématique, c'est la professionnalisation. Alors, en France, dès qu'on dit ces mots-là, ça devient des gros mots. Ah, l'école n'est pas faite pour former des salariés. Ah, mieux, la faculté. L'école d'ingénieur n'est pas faite pour former des salariés. Restons sur le lycée professionnel. On rêve. Non, mais c'est le même sujet. Il faut justement trouver les moyens que ces étudiants ou ces lycéens, quand ils sortent du lycée professionnel, ils soient employables. Et bravo à cette réforme, parce qu'elle va dans le bon sens. C'est le bon sens pour que ces jeunes aient un équilibre entre une formation générale, qui est nécessaire, et les maths en particulier, hein, pas que d'ailleurs, hein, et le travail en entreprise qui leur permettra, à l'obtention du diplôme, d'être employables. Je rappelle que l'augmentation de l'alternance qui s'est faite, non pas pour eux, mais en général... Pour les apprentis notamment. A permis d'augmenter l'employabilité de façon phénoménale. Ça a coûté très cher, hein, mais en tout cas, ça a été extrêmement efficace. Et je pense que cette loi, je ne sais pas comment ça va être la formule qui va être utilisée, cette réforme... Oui, réforme, c'est une réforme. Non, je crois pas que sera très efficace pour améliorer l'employabilité des élèves, des lycéens, de ces lycées professionnels. Donc, tu n'as pas de doute, toi, hein, là-dessus. Effectivement, je reprends ton point. C'est-à-dire, ce n'est pas au lycée professionnel de réparer les insuffisances du collège. Sauf que si tu ne le fais pas, le constat, c'est quand même que tu as 20% d'illettrés, quoi. OK, non mais attends. Chaque chose a sa place. Moi, je dois avoir des enfants qui m'arrivent en seconde ou ouais, c'est ça, seconde. Hein, qui sachent lire, écrire, compter, et je rajouterai, même s'ils peuvent avoir des notions d'informatique, ça nous arrange. Ouais. Eh bien, après, moi, mon rôle en lycée professionnel, c'est de les rendre employables. Je sais que c'est un gros mot, mais je le répéterai toujours. C'est de l'employabilité. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que ça ne soit pas statique, parce que moi, je me rappelle, à mon époque, on formait des mécaniciens, des fraiseurs, des tourneurs, alors que c'était à la lime, alors qu'il y avait déjà les machines-outils. Ouais. Donc il y a tout un sujet, le milliard, j'espère qu'il sera orienté sur ces sujets-là. Il faut des formations qui correspondent aux besoins de notre société pour que ces jeunes sortent de là avec des bons métiers bien payés. Le milliard, il va en partie servir, parce que c'est peut-être la bonne nouvelle pour les entreprises, c'est qu'à un moment, le stage donc, payant, c'est pas à l'entreprise de le payer. Il va quand même servir à... Mais ça serait bien que ça serve aussi à un équipement moderne de ces lycées. C'est... je ne voudrais pas dire de bêtises, je n'ai pas noté le chiffre, 600 000 gamins en lycée professionnel, donc un tiers en fait de la cohorte annuelle des enfants qui rentrent dans le système de l'éducation nationale. Françoise, on va ensuite rentrer dans quelques détails quand même autour de cette histoire. On ne peut qu'être d'accord avec les principes qu'évoque Guy. Après, je pense qu'il faut être pragmatique. La plupart de ces jeunes, pas tous, mais une grosse partie,
sont là un peu par défaut. Total. Ils ont été, comme par hasard, ce sont des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés, qui ont un déficit en culture générale qui peut aller effectivement jusqu'au fait qu'ils ne sachent pas lire. Illettrés, alors après la définition de l'illettrisme c'est compliqué, mais en gros considérés officiellement comme illettrés. Donc effectivement on peut faire abstraction complètement de ça, mais on ne peut pas. Et du coup, il faut quand même... Moi, je trouve que la chose extrêmement positive, c'est effectivement la dynamique des filières et le fait que l'on va réduire cette filière qu'on appelle, je ne sais plus comment maintenant, métier du tertiaire, mais qui est en gros l'ancienne filière comptabilité-gestion. Ouais. Et j'aime bien quand on dit comptabilité-gestion, parce qu'on comprend dès lors qu'on forme des gens sans investissement, parce qu'il n'y a pas d'équipement. C'est le grand avantage de cette filière, c'est qu'il n'y a besoin de rien. Donc elle ne coûte pas cher. On y parque à peu près 200 000 jeunes de mémoire, dont une immense majorité de filles, parce qu'elles sont pas fraiseurs ou elles vont pas sur les métiers techniques aujourd'hui, et on les forme à rien, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. À remplir les tableaux Excel, quoi. Ah bah, ça, à peine. Oui. À ça, peine. je suis pas sûre. Bon. Même pas. Ouais. Donc, réduire cette filière-là, qui est un espèce de parking. Pour des jeunes qui vont des futurs de toute décrocheurs. Manière, oui, ils vont prendre des petits jobs après et ils attendent de prendre ce job-là. S'attaquer à ça, je trouve que c'est extrêmement sain, et rendre cette carte dynamique, c'est effectivement difficile parce que c'est bien d'avoir l'intention, mais après il faut être capable de la réaliser. Il y a un problème d'investissement, puis il y a un problème de matière humaine, de ressources, des profs qui doivent évoluer aussi. Donc, oui, mais alors, entre l'intention et la pratique, il va falloir regarder. Mais il ne faut pas oublier que ces jeunes-là, ils ont besoin aussi de conforter leur formation de base. Il faut, si possible, quand même, qu'ils apprennent à compter et à lire aussi, parce que c'est la réalité. Et que s'ils n'ont pas ça, voilà. Mais donc, on est d'accord sur le principe, mais dans la réalité, il faut faire un peu plus que ça, quand même. Quant aux stages payés par l'État, il faut que ces stages soient pertinents. 100 euros par semaine. C'est pas rien, 100 euros par semaine. Non, ils c'est sont pas rien du tout. sensibles à ça. Bah évidemment. Oui, Très mais du coup, qu'est-ce qui va faire que ces gamins, ils vont faire des stages qui vont leur apprendre quelque chose sur le monde de l'entreprise? C'est payé par l'État. Enfin, on voit plein de ces jeunes qui font des stages de temps en temps. Ils rangent des cintres dans les remises, ils font des... Oui, c'est ça. Ouais, mais et c'est pas ça qui leur donne une ouverture sur l'entreprise. T'es en période de crise de recrutement quand même, Françoise. Oui, on va voir. Donc, tous les gamins qui débarqueront quand même dans l'atelier, si on parle d'industrie... Vraiment des petits boulots. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu dis, c'est quand même... Ce ne sera pas forcément... C'est des mômes de terminale, quoi. C'est quand même des mômes. Oui, je comprends ce que tu dis. C'est quand même des jeunes à qui... l'intention, c'est de leur donner... Ils n'ont pas, en général, les acquis sociaux qui leur permettent d'avoir une vision des différents métiers. Ils sont là par défaut. On leur a dit, tu habites où, toi? Ah bah toi, tu vas aller faire de la vente. Ou toi, tu vas aller faire machin, etc. Parce que c'est ça, la réalité. Il n'y a pas d'orientation. Ces gamins, ils sont face à des métiers, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent pas quelles sont les alternatives. Et du coup, le stage en entreprise, c'est théoriquement quelque chose qui devrait leur donner cette ouverture-là. Ouais. Est-ce que le fait que le stage payé par l'État est le seul moyen pour arriver à ça? Moi, j'ai un petit doute sur le résultat qu'on va obtenir avec ça. Mais c'est une intention louable. Cyril? Oui, sur l'idée générale, parce qu'après, moi, j'ai deux, trois questions à donner dans les détails. C'est statique, c'est ça Dynamique, la carte des formations dynamiques. Pour le coup, ça, je trouve que c'est vraiment bien, parce que c'est vous qui connaissez ça 1000 fois mieux que moi, mais s'il y a bien un sujet où on peut planifier plus ou moins, alors peut-être de moins en moins à long terme quand même, mais c'est bien celui de l'emploi, où on sait plus ou moins quels seront les besoins. Alors, est-ce que c'est à 10 ans, 5 ans, ça se rétrécit effectivement, et donc, alors après, est-ce que l'éducation nationale a la capacité de s'adapter aussi vite? Ça, je ne sais pas, mais c'est clair que je prends un sujet, pour le coup, je connais bien celui de la santé. On sait très bien, avec le vieillissement de la population, qu'il faut former 2 fois plus au minimum de personnel de santé grand âge. Je ne parle même pas par ailleurs de médecins. Il n'y a absolument aucune structure, absolument rien qui permette aujourd'hui de le faire. Donc les entreprises doivent se débrouiller par elles-mêmes. Le problème, c'est même que tu n'as aucune offre, non?
C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent aller faire ça? Alors ça, par contre, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait est qu'il y a des filières... une demande de la part des entreprises, mais... Oui, alors ça, c'est... Oui, enfin là ça va au-delà de la demande. Oui, c'est l'attractivité du métier. Aussi, quoi, ça peut aussi être dans les EHPAD publics, c'est pas une question entreprise, c'est juste un métier. Bon, alors évidemment... et donc ça se planifie. Mais effectivement, ça, je ne sais pas si l'éducation nationale a la capacité de switcher aussi vite. Alors, est-ce que c'est des grands mouvements? Est-ce qu'on passe de tout d'un coup du codage informatique à la santé? Je ne pense pas que ce soit aussi violent. Mais enfin, peut-être du fine-tuning. Mais ça, je trouve que, pour le coup... et sur l'aspect, puisque c'était le titre de l'opinion, là, sur l'aspect retour à l'essence du macronisme, j'allais dire, c'est même pas égalité des chances, etc. C'était ce qui était assez innovant chez Macron et assez intéressant quand il était ministre de l'économie. C'était sa loi Macron. C'est-à-dire que c'était le chauffeur... Et d'ailleurs, ça plaisait énormément aux jeunes de banlieue. Je veux dire, vous pouvez tous devenir chauffeur Uber, j'adore ça. Et indirectement, les grands-parents se disaient « Ah, enfin, quelqu'un qui arrive à trouver un job à mes petits-enfants. » Et c'est pour ça que... Mais ça a été massivement rejeté, qu'on le veuille ou non. Ça a été massivement rejeté, et par les corps constitués, syndicaux, etc. et tout, et par les entreprises en situation de monopole et de rente. Et j'ai l'impression aussi par l'opinion. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on a résumé derrière sur la Startup Nation. Tu n'as plus le droit de prononcer ce mot-là aujourd'hui si tu ne veux pas te faire couvrir de tomates pourries. Oui, alors peut-être que ça a été rejeté, mais c'était un discours qui était assez innovant et qui, encore une fois... Je suis d'accord, moi. Alors, qui passait pas par l'éducation, qui était passé plus par le fait de casser des normes absurdes. Sa grande théorie sur les... Enfin, pas les théories, sa grande anecdote sur les coiffeurs spécialistes du lissage des cheveux, etc. Il fallait avoir un diplôme de coiffeur pour faire ça. Enfin, bon, bref, des trucs... Mais le fait est que, oui, c'était ça, le macronisme de base. Mais il y a quand même un exemple qui adresse tous les sujets qu'on vient d'évoquer et qui est un succès magnifique, c'est la Grande École du numérique. Je vous rappelle que la Grande École du numérique, ça s'adresse à des décrocheurs, donc échec de l'éducation nationale, que ça propose une formation en 6 mois, 12 mois, 18 mois, avec des stages en entreprise, et ça forme quelques milliers, voire dizaines de milliers de jeunes qui sont en emploi. Après, mais si. Une dizaine de milliers, pas par an. Par an, tu peux regarder. Oui, il faudra que je regarde, parce qu'il y a un moment qu'on en parle ensemble. Il faudrait que... C'est 18 000. C'est 18 000. Alors, je veux être précis, c'est pas forcément en emploi, mais c'est ce qu'ils appellent une sortie successful, c'est-à-dire que c'est soit en emploi, soit en continuité. C'est ça, avec un projet derrière. Avec un projet derrière, voilà. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi, je veux dire, parce que vu la population qui arrive, et comme je suis parrain de 3 ou 4 écoles du numérique, je les vois, et là, on est à Sarcelles, on est à Cergy-Pontoise, on est à Aubervilliers, je peux vous dire que c'est des écoles qui réussissent quand même des choses absolument exceptionnelles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout désespérer, parce que si je prends comme acquis tout ce que vous avez dit, qui est juste, je ne vais pas critiquer ce que vous avez dit, c'est juste, il faut leur apprendre à lire, il faut leur apprendre à compter, etc. Mais alors on ne changera jamais les choses. C'est le sujet. C'est pas antinomique, on est d'accord. Oui, non, mais je dis, il tu faut sais y pas aller. Par quel bout prendre le truc. Voilà, moi je le prends par le bout de l'essence. De l'activité, de l'action. De l'action, des solutions. Je vais te dire, Guy, il y a un truc, parce que moi j'ai connu ça dans ma jeunesse avec l'école normale. Cette histoire de stage rémunéré. Donc, le stage est rémunéré à 100 € par semaine si tu ne fais pas de BTS derrière. Oui. Combien choisiront en fait de faire ça juste parce qu'ils ont besoin de ces 100 balles par semaine pour faire vivre tout le monde. Et tu comprends, c'est comme ça qu'avec l'école normale dans les années 80, tu as des gars qui se retrouvaient profs alors qu'ils n'en avaient aucune envie. Voilà. Bien sûr, oui. Parce que tu étais rémunéré à 18 ans, à la sortie du bac. Non, mais je ne crois pas que l'essentiel de la réforme, ça soit cette rémunération. Pour moi, ce n'est pas ça. Je retiens beaucoup plus la question des formations dynamiques, je retiens beaucoup plus les stages en entreprise, l'équilibre entre la formation initiale, la formation professionnelle. Et alors même ça, les formations dynamiques, parce que je vous voyais lever les yeux au ciel quand je disais les syndicats disent ça peut renforcer les fractures territoriales. C'est-à-dire, moi je veux, ah bah oui, mais entre faire un lycée professionnel en Loire-Atlantique, au cœur de la vallée des Composites, etc., ou le faire dans le Bas-Rhin, ta formation, ce ne sera pas la même. C'est là où tu as un sujet quand même, Guy. Non. Non, parce que... Pourquoi non? Alors non, parce que le sujet de la mobilité géographique, c'est un sujet
dont on parle, quand j'étais chez Manpower, on en parlait déjà. On voulait faire bouger des diplômés d'une région à une autre. Et en fait, les gens bougent pas. Et on n'y arrive pas. D'accord. Et du coup, on avait des filières. Donc, il servirait à rien de former au composite dans le Bas-Rhin parce que le type irait pas de toute façon en Loire-Atlantique. On avait des filières, par exemple, qui étaient historiques dans le Nord, sur de l'industrie métallurgique, etc. Il y avait des industries en Loire-Atlantique qui s'étaient développées. Impossible de les faire bouger d'un côté à l'autre. Et du coup, oui, c'est régional. Voilà. Même les écoles d'ingénieurs, ce que dit Françoise est parfaitement exact. Le Breton, il fait son lycée à Brest, il fait l'ISEN et il cherche un poste à Lannion. Ouais. Et alors tu lui dis, attends, mais c'est vachement bien ce qui se passe à Paris. Non, mais il ne le trouvera peut-être pas à Lannion, mais il le trouvera à Vannes. Oui, c'est-à-dire que le Breton, il n'est pas trop mal loti en termes de dynamisme. J'avais beaucoup de collaborateurs comme ça. La terre historique des télécoms, Lannion, mais qui reste quand même assez dynamique aujourd'hui. Il y a eu un moment, un trou d'air, mais ça, voilà, c'est en train de renaître. Je dis positivement, je dis juste par rapport à ce que dit Françoise, c'est-à-dire que c'est une caractéristique française, on n'aime pas trop bouger. Et quand on est dans des niveaux de salaire bas, c'est encore plus compliqué de bouger. Voilà. Oui, avec en plus ce sujet de l'immobilier, c'est-à-dire quand en plus tu as 20 ans de crédit sur une maison dont la valeur est en train de baisser, là tu es vraiment tanké, là tu es coincé. Là. Les jeunes, normalement, ne sont pas dans cette situation. Les jeunes, normalement, ne sont pas dans cette situation. C'est plus les situations de fermeture d'usine. Mais aller s'installer dans des... Enfin, tout ça est très compliqué pour eux. Tu gagnes 3 000 € par mois à Lannion, tu es à l'aise. Tu le gagnes à Paris, tu es juste. Ouais. Alors ça, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui est complètement écarté. Quand on parle des classes moyennes, c'est la régionalisation du SMIC. Bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est interdit. Je crois que la retraite à 65 ans passerait mieux que la régionalisation. Quand on commence à toucher au sujet d'égalité. Ben oui, est-ce que régionalisation, finalement, seuls les Parisiens en souffrent. Tous les autres ont quelque chose à y perdre. Seuls les Parisiens ou ceux qui vivent en Île-de-France ont quelque chose à y gagner. Les réponses, ils ne bougent pas tant que ça pour aller en province. Donc. Ouais. Non, mais donc ce chiffre, 3% d'enfants de cadre dans le... Ah oui, mais ça, c'est... Voilà, 3% d'enfants de cadre dans les lycées professionnels. Et donc, effectivement, un tiers des élèves du second cycle, oui, donc c'est ça, c'est à peu près 600 000 gamins. Bon, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce... lycée professionnel. Rendez-vous dans quelques années. Rendez-vous dans quelques années. Oui, parce que c'est l'efficacité. Voilà. Enfin, ce qui va être intéressant, c'est comment le mettre en œuvre, hein, parce que on est dans des intentions là, donc elles sont tout à fait pertinentes. Maintenant, le mettre en œuvre va être très compliqué dans le monde de l'éducation nationale. S'ils sont, enfin. Je sais pas, tu restes en contact avec tes jeunes collègues, sans doute, de lycée professionnel. Je pense qu'à un moment, tu as le président de la République qui se déplace, tu t'en fais une sorte de grande cause et tout. Je pense que pour les gars qui sont dedans, on va essayer de se servir de ce levier quand même. Enfin, pour eux, ça doit être assez valorisant quand même, j'imagine, non ? Je pense, oui. Ouais. Je pense. Françoise, non, je vois ton sourire. Si je suis prof en comptabilité et que ma filière disparaît et il faut que je devienne prof en je sais pas trop quoi, etc., je suis pas sûre que ce soit si simple pour tous les... Et c'est juste... Enfin, il y a un vrai accompagnement du changement qui est indispensable. D'accord. Prof au compta, ça nous amène directement à l'IA, tu vois. J'allais le dire. Bon, nouvelle de la tech. Qu'est-ce que j'ai avant qu'on discute comme ça ? Oui, donc j'ai IBM, forcément, Françoise, tu venais, il fallait que je... J'avais vu ça. Hein quand tu l'as vu dans le Figaro, tu t'es dit j'irai droit. Donc, IBM gèle les embauches sur les postes qu'il estime remplaçables par l'IA. Donc, il y a une grosse pression sur les fonctions support, on parlait des comptables. 30% des postes qui ne sont pas en relation directe avec le client pourraient être automatisés, dit IBM. Alors, il n'y a pas qu'IBM qui le dit, d'ailleurs. Non, mais eux, ils en font... Alors, ce qui d'ailleurs met une petite touche caustique, ils en font une communication au marché. Et donc, on se demande si c'est pas une forme de prétexte pour... Alors, c'est d'abord de la com.
Voilà. Et c'est d'abord de la com dans un contexte qu'on ne voit pas très bien, enfin pas peut-être avec la même sensibilité en France ou en Europe, mais aux États-Unis, ils sont devenus fous autour du sujet de l'IA et de l'adoption de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des listes qui sont publiées par un certain nombre d'analystes sur les valeurs qui vont être touchées par la destruction des postes de l'IA, et il y a des gens qui se prennent des impacts absolument monstrueux sur leurs actions parce que, soi-disant, ils vont être disruptés par l'IA. Voilà, bon. Donc il y a un petit mouvement brownien comme les Américains sont capables de justifier. Donc dans ce contexte-là, dire qu'on maîtrise la transfo, c'est important, et je pense que c'est non seulement plus positif de dire ça que de dire qu'on va chercher de l'efficacité, mais en plus on maîtrise ce phénomène qui fait de la destruction de valeur sur un certain nombre d'autres valeurs boursières. Après, ce qu'ils font, et quand ils citent les éléments ou les domaines dans lesquels l'IA va transformer la façon de fonctionner à très court terme, mais probablement d'ailleurs avant 5 ans, c'est des domaines sur lesquels il y a déjà des phases de digitalisation, d'optimisation depuis des tas d'années. Donc c'est juste une étape supplémentaire. Et quand on parle de la gestion des RH, il y a 20 ans, chez IBM, on mettait en place des plateformes, des applications, des centres téléphoniques. Enfin, rien de tout ça n'était plus fait en proximité. Donc, l'étape d'après, qui est d'utiliser toute cette matière digitale et les données qui vont avec pour mettre en place des algorithmes et de l'IA spécifiques dans cet environnement, c'est tout à fait normal. C'est déjà fait dans pas mal d'endroits. Et ça permet éventuellement, pour ceux qui veulent le faire, de réinvestir sur la proximité, le management, enfin, etc. Donc on est dans quelque chose d'assez... Alors là-dessus, juste, je disais donc témoignage. Alors je citerai pas la boîte, mais c'était donc Chief Digital Officer. Ils étaient une dizaine, etc. Et donc la jeune femme Chief Digital Officer de ce groupe, c'était sympathique parce qu'elle dit: j'ai jamais vu les membres du Comex scotchés sur leur siège comme ils étaient scotchés sur leur siège quand ils ont fait en fait fonctionner par un accord avec Microsoft, fonctionner donc la technologie OpenAI sur leur data lake. Et en fait, ces data lakes, pardon pour ceux qui ne sont pas dans le truc, mais aujourd'hui, les grandes entreprises ont des masses de données vertigineuses, donc déversées, dit-on, dans un lac. En fait, de lac, pardon d'employer l'image, c'est davantage une fosse à purin, c'est-à-dire on ne sait absolument pas quoi en faire, on ne sait absolument pas lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Et alors, visiblement, l'efficacité du moteur dans ces data lakes est vertigineuse. C'était sur des données de santé en plus, tu vois, Cyril, dans le secteur qui t'intéresse, avec des plans de surveillance de malades, par exemple. Oui, mais... sidérant. Ce qui met d'une rigueur, d'une précision, qui les a sidérés. Voilà. Mais ça, c'est une bonne chose, non ? Je sais, c'est juste le choc. Pardon, non, mais c'est pour ça que je voulais vous lire ça, parce qu'elle-même... Par rapport à ce que je disais oui, juste avant, non, mais tout ce que... Donc si on peut être aidé pour anticiper mieux, bien sûr. ça permet... Mais c'est surtout, moi, l'image que je voulais vous transmettre, c'est parce c'est une jeune, elle est sympathique, c'était super agréable, et elle disait, je les ai jamais vus. Enfin, j'imaginais les membres du Comex comme ça, c'est-à-dire tu es au cœur de ces Comex, c'est pas tous les jours. Mais oui, bien sûr, mais pas tous les jours. Donc voilà, il y a quelque chose là. C'est pathétique, Stéphane. Quoi, il est pathétique. C'est pathétique. Mais enfin, ok, merci ChatGPT, merci OpenAI de leur avoir ouvert les yeux. Mais enfin, on n'a pas attendu d'avoir. Ah, Guy, si. Alors là, Mais enfin, je te donne 15 exemples. Tu vas pas me dire que toi, tu avais déjà des équivalents parce qu'ils n'existent pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça qu'on utilise. En tout cas, ils n'étaient pas dans les entreprises. Des outils comme ça, il y en a des dizaines. Non. Ce que tu viens de dire n'a rien à voir d'ailleurs avec ChatGPT. Voilà. Si. Ah, non. Non, mais je t'ai dit, c'est dans un accord avec Microsoft qu'ils ont fait tourner le moteur sur leur base de données. C'est ça que je t'explique. Ok, voilà. Mais je vais te mettre du Toucan qui existe depuis 10 ans, une start-up française magnifique et qui te donne exactement ces résultats-là. Mais je te crois pas. Bon, excuse-moi, mais je crois que tu devrais plus me croire que bien d'autres personnes. Hein, vu l'expérience que j'ai sur ces beaucoup avec sujets-là. ceux qui sont dessus, quoi, un peu comme toi, tu vois, Guy, mais vraiment dessus. Non, mais quoi. franchement, il y a des tas d'outils qui permettent d'avoir une visualisation de ces data lakes, comme tu dis.
il y a des tas d'outils qui permettent justement d'optimiser les choses. Si tu veux parler de la santé, le Health Data Hub, qu'est-ce que tu crois? Il a attendu ChatGPT pour mettre 70 instituts de recherche et qui travaillent avec des résultats autrement plus performants que ce que tu viens de dire? Non. Par contre, où je veux bien le reconnaître, ça c'est autre chose. Il y a un côté il y a un côté pédagogique. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant dans une discussion avec Yann Lequin, parce que Yann Lequin dit exactement ce que je viens de dire là. Ça veut dire, pas tout à fait, il évolue un peu dans son discours. Non, il dit la dernière interview dans Le Monde est beaucoup moins agressive, on va dire ça comme ça, mais ce qu'il a vis-à-vis de son concurrent. Parce que c'est son concurrent quand même, Guy, il faut juste le préciser. Oui, Yann Lequin, c'est Facebook. Mais c'est quand même une référence. Et ce qu'il a oublié, c'est que justement, ChatGPT a un aspect pédagogique. En fait, c'est une couche qui a permis à tout le monde d'accéder à l'intelligence artificielle. Ce qui était avant un peu plus difficile. Mais là où je le reproche, et je dis c'est pathétique, c'est que quand tu es un chef d'entreprise, tu es un COMEX, t'attends pas d'avoir le chat GPT pour te poser les questions. Mais si, Guy, c'est exactement comme avec les tableaux Excel. C'est-à-dire que aujourd'hui, Excel te permet de tout faire. Voilà, tu vas me dire, mais tu peux absolument faire rentrer 1 million de données clients sur un tableau Excel. Sauf qu'à un moment, il y a un innovateur qui va t'amener un truc qui va être avec un UX, avec une représentation beaucoup plus efficace que les tableaux Excel, et tu vas dire, waouh, incroyable. Voilà, mais je te donne tout Toco, qui n'a rien à voir avec ChatGPT. D'accord. Tu vois, et quand je dis tout Toco, je le cite, ils vont être contents parce qu'ils ne doivent pas revenir, je les cite autant. Mais il y en a comme ça des dizaines, des outils de visualisation. Il y en a des dizaines. T'inquiète, on n'est pas non plus Cyril Hanouna, quoi, tu vois. La résonance, c'est pas non plus... Non, mais ils vont pouvoir gérer. Quand je le tweeterai, je les souligne. Voilà. On va te sortir l'extrait rien que pour toi. Parce que, en fait, mais non, ça n'enlève rien. Alors, t'imagines bien que je ne vais pas sous-estimer l'impact de ChatGPT par rapport à l'avènement de l'intelligence artificielle, ce que vient de dire Françoise, sur la mobilisation qu'il y a aux États-Unis, mais même en France. J'étais hier dans un COMEX d'une très très grosse boîte pour parler d'IA et de ChatGPT. Donc, ok, ça, c'est quand même des sujets avec leur impact. Et personnellement, je trouve que ça, au moins, ça a eu ce mérite-là. Moi, je le crie sur tous les toits depuis 10 ans, la transformation numérique. Ok. On est d'accord. Maintenant, on a le ChatGPT. Et je ne voudrais pas finir mon intervention sans rajouter que, justement, par rapport à ce qu'on a dit juste avant sur la compta, sur les lycées professionnels, et qu'il me semble, ça serait intéressant qu'on commence à réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement. Voilà, et donc dans ces lycées en particulier. Cyril. Non, mais c'est vrai que ChatGPT, c'est juste, ça a été un phénomène de démocratisation, entre guillemets, culture. Enfin, tout le monde s'est rendu compte de ce qui se passait parce que tu tapais un truc, mais c'est vrai qu'on n'a pas attendu. Une anecdote, mais je discute avec des personnes du cinéma, parce qu'il y a Cannes qui arrive là, la semaine prochaine, et l'année dernière, à Cannes, ils faisaient que parler du métaverse, etc. Là, plus personne n'en parle de ce truc-là, c'est mort. Françoise a été, je dois reconnaître, précurseur. Par contre, sur l'idée que cette année à Cannes, parce que Cannes c'est des films, mais c'est aussi des tables rondes sur l'industrie du cinéma, l'évolution, etc. Il y aura une table ronde sur l'IA dans le cinéma, et tu as des scénaristes qui s'amusent maintenant à dire fais-moi un scénario avec une brigade anti-gang. Il y a une grève à Hollywood sur ça. Voilà, dans Seine-Saint-Denis. Et c'est, je dis pas que c'est pas l'avenir, mais ça veut dire que le truc se répand à toute vitesse dans toutes les industries. N'empêche que se remet en question. J'anime des cercles de Chief Digital Officer, d'efficacité commerciale, non pas les sales, mais vraiment l'efficacité commerciale. L'ensemble de ceux qui sont au contact de l'IA, je t'assure, tout quantoco ou pas, je n'avais que des témoignages de déception autour de l'IA. En gros, c'était ça, c'était que des expériences assez souvent chronophages, qui coûtaient cher et qui, à l'arrivée, étaient déceptifs pour les professionnels et pour les métiers. Mais c'est aussi une réalité. C'est ça que j'entends à longueur de journée, Guy. Tu le sais très bien, d'ailleurs. Bien sûr, voilà. Bien, voilà. Et là, tout à coup, les gars se retrouvent avec un truc qui donne des réponses simples, évidentes, rapides. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Ce que tu as dit, toi, ce n'est pas la question de l'intelligence artificielle. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et qu'il y a d'autres outils qui le font. D'accord. C'est tout. Maintenant, que ça a permis pour ces gens-là d'ouvrir les yeux, écoute, tant mieux. Oui, mais voilà. Alors, à condition qu'on passe l'étape d'après, qui est de dire il n'y a pas une seule IA. Il n'y a pas... IA n'est pas égal à IA générative. Ouais, voilà, tout à fait. Et par ailleurs, que l'on mette bien en évidence le lien entre IA et données,
et qualité des données, parce que tous les meilleurs algorithmes du monde, sont comme toutes les filles du monde, elles ne savent donner que à partir de quoi ils travaillent. Donc ça peut être efficace quand justement sur les domaines HR, etc., on a déjà digitalisé pas mal de choses. Du coup, on a des données qui sont de qualité et en nombre, et du coup, on a des moteurs qui peuvent permettre d'IA, qui peuvent permettre de faire des choses intelligentes. Bon, Et qu'on a compris les biais, parce que c'est très important. Absolument. Que justement, il faut quand même se rendre compte que ChatGPT là, va chercher à 90% des données américaines, anglo-saxonnes, et que ça fausse totalement les résultats. Oui, Donc mais- il faut le faire avec intelligence. voilà, c'est ça. Et non, mais Tu tapes dans ton ancien métier, Cyril, tout à l'heure, là, combien, selon l'INSEE, de salariés en France sont entre 0,75 et 2 SMIC? Il te faut 3 heures sur le site de l'INSEE pour aller trouver le chiffre. Voilà. Tu l'as en 2 secondes et tu lui as demandé de sourcer l'INSEE. Il t'a pas répondu, je n'ai pas de données depuis 2001 non Non, il m'a répondu depuis 2019. Ouais, et par ailleurs, c'est plus une question pour Google que pour... j'allais te dire ça. Eh ben non, non, Google va te chercher. Enfin bon, bref, c'est Oui, bon. pas très intéressant comme débat. mais je t'assure que non, vraiment pas. Non, Google le. Enfin bref. S'il avait été très fort, il t'aurait dit le site de l'INSEE est vraiment très compliqué. C'est la réalité, pour te retrouver. Raison d'être très Ils se sont rapidement, améliorés. puisque je vous en parlais. Donc, alors, véritable carton sur LinkedIn. Cyril, tu l'as pas vu, mais je t'assure, hein, c'était très, très étonnant. Donc, ce point de vue de Philippe Lenchner sur la raison d'être. Ce carton est sans doute le signe que ça commence à vous exaspérer un petit peu cette affaire. Pratique mimétique ridicule pour une divine révélation, écrit Philippe. Il faut respecter les gens, polluer c'est pas bien, sauver la planète c'est mieux. T'es d'accord? Celui qui est ridicule, c'est lui. Ah bon? Ah oui. Alors vas-y, Bien ça sûr, m'intéresse. Moi, je suis un ardent défenseur De la raison d'être? Absolument. Ça nous a permis de nous asseoir autour d'une table et de réfléchir à ce que nous faisions en plus du business, parce que tout le monde fait du business, et ce n'est pas vrai. Il se trompe quand il dit que tout le monde a des préoccupations humaines, environnementales et autres. C'est faux. Aujourd'hui, la raison d'être, c'est d'abord, ça définit ton entreprise. D'ailleurs, quand je donne des cours, je dis aux créateurs de start-up... Rapide, parce qu'il nous reste très peu de temps. Je veux que... Faites vite une raison d'être pour donner l'ADN de votre entreprise. D'accord. Et en termes d'attractivité, je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils choisissent, les moins jeunes d'ailleurs, quand ils choisissent une entreprise, eh bien, ils préfèrent aller dans une entreprise qui a des valeurs. Oui, mais alors à ce moment-là, donne vraiment l'ADN de ton entreprise. Mais bien sûr. Ne dis pas ce que ton concurrent pourrait dire. Ah non, mais alors... on est d'accord, hein. Contre-pied, bien sûr, on est d'accord. Ah oui, voilà, on est d'accord. Nous, il nous a fallu, il le dit d'ailleurs, qu'on perd du temps là-dessus. C'est Brice Rocher qui m'a dit ça. Brice Rocher m'a dit, si tu as raison d'être, en fait, ton concurrent pourrait l'appliquer, alors c'est que tu t'es trompé. Bah oui. D'accord. Françoise? Une raison d'être, ce sont des mots. Alors c'est important parce que c'est surtout important quand on les partage et qu'on fabrique une raison d'être à l'intérieur de l'entreprise. Et il y a des entreprises qui font ça très bien, qui impliquent leurs collaborateurs. Et donc c'est un moment de communication important. C'est évidemment pas de l'action. Hein, voilà. Donc c'est pas parce qu'on dit les choses qu'on les fait. Et quand on les dit, et c'est peut-être un des avantages de la raison d'être. Si on ne fait pas ce qu'on a dit, on se retrouve dans une situation où on est en défaut. Oui, mais c'est pour ça qu'elles sont floues volontairement. Ah oui, non, mais beaucoup d'entre elles sont très floues. Attends, nous, on a mis des KPIs, tous liés à la raison d'être. C'est-à-dire qu'après, dans le quotidien, on va chercher comment on agit en liaison avec notre raison d'être. Cyril? T'es dubitatif, toi, hein? Non, mais enfin, oui. La raison d'être, c'est Friedman, hein, la raison d'être d'une entreprise, c'est de maximiser le profit. Enfin, Business of business is business. Et effectivement, heureusement, depuis pas mal d'années maintenant, les entreprises se sont rendues compte qu'effectivement, si elles n'avaient pas une raison d'être au-delà, une portée sociétale, elles n'attiraient pas les talents, elles faisaient du mal à la planète. Et donc, quelque part aussi, elles ne pouvaient pas elles-mêmes croître, puisque souvent, certaines ont besoin de la biodiversité, par exemple. Bon. Donc ça, c'est très bien. Moi, la seule question que je me pose, c'est qu'il y a de la com, ça c'est clair, beaucoup trop de com. La seule question, c'est, dans une entreprise aujourd'hui, il y a un conseil d'administration, il y a des actionnaires, et il y a
des comités de mission. Alors c'est un petit peu différent de la raison d'être, mais on voit émerger des comités de mission, etc. Voilà, la question que je pose, c'est à un moment donné, qui décide ? Qui va décider ? Et le patron, le directeur général, on va dire, qui doit rapporter à son conseil d'administration ou à son comité de mission, qui a vraiment le pouvoir d'entreprise. C'est une question. Hein. Je n'ai pas. Et donc, je pense qu'on en est qu'aux prémices, et qu'il va y avoir des débats juridiques, il va y avoir on a des très bons exemples de patrons qui. On en reparlera ensemble alors. On en reparlera ensemble parce que je pense, François, tu as là-dessus des réponses. Ouais, conseil d'administration, point. Conseil d'administration à la fin. Je pense que pour l'instant, c'est le cas. Hein. Mais effectivement. Même dans une entreprise à mission ? Mais bien sûr. Une entreprise à mission. Ah oui, c'est ça, avec le comité de mission. On n'a pas. Non, là, un conflit de gouvernance qui n'est pas réglé. Qui est problématique. Mais attention, que on est au bout, les amis. C'est pas forcément la raison d'être. Non, c'est pour ça. C'est deux choses différentes. Tout à fait, deux choses différentes. Et c'est quoi la raison d'être d'Open ? Tu la connais par cœur ? Mais tu plaisantes. Ce serait après une déclaration pareille. Oui. Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales. Ça va vous permettre d'en débattre, justement. Merci, chers amis, on est au bout, on est vraiment au bout. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain pour Bismart.